Salut les anacalypsiens des différentes chaînes Anacalypsie. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo qui va un peu transverser les chaînes, puisque c'est une vidéo qui va concerner à la fois la chaîne de littérature. À la base, je pensais faire cette vidéo pour la chaîne littérature. Finalement, pendant mon écriture de la vidéo, qui fait 3 pages, donc préparez-vous. La vidéo risque d'être assez longue. Euh, mais c'est vrai que je pensais surtout parler de littérature, puisque à part les adaptations au cinéma, je m'attendais pas forcément à plus d'informations. Mais on va parler de littérature, de cinéma, de musique et de jeux vidéo, jeux de plateau, bref, de jeux en général. Donc c'est pour ça que les 4 chaînes-là vont être liées à cette vidéo. Du coup, voilà, le but étant de présenter la fantasy. Donc à la base, je voulais faire pour présenter la fantasy en opposition au fantastique, puisque on confond souvent les deux. Et vous verrez que dans cette vidéo, il y a certaines personnes spécialistes du genre qui eux-mêmes ont tendance à mêler les deux, et d'autres à ne pas du tout mêler les deux. Bref, c'est un gros bordel. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour faire une distinction entre les deux, puisque bien sûr, dans le cas de la littérature, et peut-être plus si c'est le même cas, il y aura une vidéo sur le fantastique au cours de l'année. Et le but c'était un peu, je sais plus pourquoi j'ai fait une vidéo dans le même genre. Oui, c'était pour les geeks et les gamers, qui est souvent très confondu. Et du coup, j'avais fait une vidéo pour bien distinguer ce qu'est un geek, ce qu'est un gamer. Et ici, c'est pareil, on est là pour distinguer ce qui est la fantasy du fantasy qui viendra plus tard. Mais je vois qu'il y a plein de sous-genres qui a l'air intéressants, donc peut-être que d'autres vidéos auront lieu pour définir des genres de la littérature ou autre. Donc la fantasy, qu'est-ce que c'est? Alors la fantasy, c'est d'abord un genre littéraire qui va également toucher d'autres genres artistiques, comme je l'ai dit juste avant, dont notamment le cinéma. La fantasy représente souvent des phénomènes surnaturels, souvent associés au mythe. Dans ses œuvres, on retrouve souvent l'emploi de la magie et de l'anachronisme. Alors ça, vous allez comprendre petit à petit au fil du développement de la vidéo. Alors, avant de partir plus loin, il ne faut pas confondre la fantasy avec d'autres choses. Donc déjà, il ne faut pas la confondre avec la fantasy musicale. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'avoue que j'ai pas recherché plus que ça. Mais apparemment, il y a un truc qui s'appelle la fantasy musicale. Il ne faut pas confondre avec le mot fantasy. Donc c'est écrit P-H-A-N-T-A-S-I-E, donc en gros qui est un mot allemand qui concerne le fantasme psychologique. Donc absolument rien à voir avec la fantasy. Et surtout, il ne faut pas le confondre avec le fantastique, puisque dans la fantaisie et le merveilleux, le surnaturel est quelque chose qui est accepté, qui définit les règles d'un monde imaginaire, alors que dans le fantastique, le surnaturel est un élément qui perturbe les règles d'un monde habituel. Donc c'est vraiment deux façons différentes de voir la magie, le surnaturel et tout ça. Ensuite, on va débuter avec la création de la fantaisie. Donc le mot est reconnu par la Commission générale de terminologie et de néologie, ouais, dit comme ça a l'air très chiant, comme étant la traduction du mot anglais fantasy. D'ailleurs, moi, la version que j'ai écrite pour la vidéo, c'est vraiment le mot en anglais, est défini également comme ceci, genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. Cette définition a été publiée du coup le 23 décembre 2007 dans le journal officiel de la République française. En 1949, le mot est apparu pour la première fois aux États-Unis dans une revue nommée The Magazine of Fantasy. Donc le mot servait d'abord pour parler de la littérature, mais il grandira jusqu'aux arts pictoraux. Alors j'avoue que ça j'en ai pas trop parlé, il y a eu des trucs ouais, c'est un peu sur la peinture et tout, mais j'avoue que je suis pas assez calé pour en parler. Donc j'ai décidé de mettre ça de côté, mais c'est bon de mentionner quand même que l'art de la peinture présente aussi de la fantaisie. Mais aussi le cinéma, les jeux de rôle, les jeux vidéo ou encore la musique. On a un homme qui s'appelle André-François Ruot, qui est écrivain et éditeur français, qui lui considère que la fantaisie pourrait être un sous-genre du fantastique. Donc dans la cartographie du merveilleux, il va nous sortir cette citation
qui est la fantasy, est une littérature fantastique incorporant dans son récit un élément d'irrationnel qui n'est pas traité seulement de manière horrifique, et présente généralement un aspect mythique et est souvent incarné par l'irruption ou l'utilisation de la magie. Bon, le truc c'est qu'il définit bien la fantasy telle qu'elle est censée être, mais en même temps il place ça au sein du fantastique, alors que le fantastique est plutôt opposé à ce genre de choses. Bon, à voir la suite. Ensuite, on laisse la parole à Anne Besson, donc, qui est une chercheuse travaillant sur la littérature, la tradition littéraire française, pardon, et qui s'oppose du coup à la vision d'André-François Ruyot, bien entendu. Donc, en faisant une distinction entre le merveilleux et le fantastique, Anne Besson voit la fantaisie comme une version moderne et un prolongement du merveilleux, et certainement pas un sous-genre du fantastique. Et elle s'oppose au fait que ce soit proche du fantastique, notamment puisque dans le fantastique, le surnaturel intervient dans un cadre réaliste et donne l'apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans le contexte connu du lecteur. Or, dans la fantasy, la magie et le surnaturel ne sont pas questionnables puisqu'ils sont naturels et rationnels pour le lecteur. Effectivement, en général, quand tu lis de la fantasy, en général, en début de l'œuvre, tu as un peu une présentation de l'univers et tout, donc la magie, l'univers, les créatures, tout est déjà accepté de base et le lecteur n'a pas à être surpris d'un élément qui t'arrive au bout de la figure. On va maintenant parler de J.R.R. Tolkien qui lui ne voyait pas son œuvre comme de la fantasy, alors qu'il a pourtant propagé la fantasy à travers le monde sans le vouloir, mais plutôt comme de la féerie, donc F-A-E avec les trémas, R-I-E, donc qui est en gros une sorte de conte de fées. Là, c'est ça. Et du coup, dans le livre du conte de fées, il va donner cette citation: la féerie recèle bien d'autres choses en dehors des fées et des elfes, mais aussi des nains, sorcières, trolls, géants et dragons. Elle recèle les mers, le soleil, la lune, le ciel, ainsi que la terre et toutes les choses qui s'y trouvent, arbres et oiseaux, eau et pierre, pain et vin, et nous-mêmes mortels lorsque nous sommes gagnés par l'enchantement. Donc il fait plus ou moins un listing de ce qu'on retrouve dans un univers féerique, mais qu'on peut également retrouver dans la fantasy, puisque effectivement les créatures notamment qu'il nomme sont des créatures que l'on retrouve également dans la fantasy. Maintenant que l'on a parlé de certains auteurs et leur point de vue sur la fantasy, on va maintenant remonter le temps et repasser plus ou moins siècle par siècle ou décennie par décennie en fonction de ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Donc on commence avec le 19e siècle. Donc cette période est celle dont les critiques essayent de se mettre plus ou moins d'accord pour être le berceau de la fantasy, avec notamment l'œuvre, les œuvres plutôt de l'auteur écossais George MacDonald, qui se nomme Fantast, et The Princess and the Goblin, qui sont sortis respectivement en 1858 et 1872. Mais il y a aussi l'auteur anglais William Morris, donc, et ses œuvres dont je vais en citer certains: La plaine étincelante, The Wood Beyond the World et La source au bout du monde. Attends, c'est pas la même chose? Non. Qui sont eux sortis respectivement en 1891, 1894 et 1896. D'ailleurs, William Morris, dont on vient de mentionner le nom, a fortement inspiré du coup Tolkien. Voilà. J'essaie de trouver un truc à dire avant Tolkien, mais j'ai pas trouvé de truc intéressant, donc voilà. Pour ça qu'il y a un petit moment de blanc. Dans cette période, la musique aussi va se mettre dans le thème de la fantasy en s'inspirant notamment du folklore et de la mythologie. Notamment, l'une des œuvres qui inspira le plus la fantasy, c'est L'Anneau de Nibelung, sorti en 1869 par le très célèbre Richard Wagner, qui s'était inspiré de la mythologie nordique et la mythologie germanique. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de la partition, mais bon, voilà, je fais comme je peux. Ensuite, au XXe siècle, en France et en Grande-Bretagne, nous avons les romans Les Centaures d'André Lichtenberg,
sorti en 1904, qui raconte une histoire autour de la préhistoire, mais revisitée avec des centaures, des tritons, des faunes et tout ça, aux côtés du coup des tout premiers humains. Et cette histoire fut d'abord classée comme fantastique, avant d'être définie comme un des précurseurs de la fantasy. En Grande-Bretagne, la littérature de fantasy verra beaucoup d'œuvres sortir, dont celui de T.H. White, sorti dans les années 30, qui se nomme L'épée dans la pierre. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner ce que c'est. L'épée dans la pierre, en vrai on l'a tous, hein. Du coup, l'épée dans la pierre qui s'inspire des légendes arthuriennes et que Disney ressortira sous forme de film d'animation en 1963 sous le nom de Merlin l'Enchanteur. On reste au XXe siècle, mais cette fois aux États-Unis, en Australie. Donc à la fin du 19e, au début du 20e, va se populariser les pulp. Donc en gros, le nom complet c'est Pulp Magazine, qui en gros sont des magazines qui publient des nouvelles ou des romans sous format d'épisodes, un peu comme les comics ou tout ce qui est Shonen Jump ou ce genre de trucs pour les comics et les mangas. Mais là, c'est la même chose pour les romans et les nouvelles. Et cela va être très présent aux États-Unis jusqu'à ce que les pulps se spécialisent plutôt dans différents genres au fil du temps. Bien sûr, l'un de ces pulp magazines est Weird Tales, qui s'intéresse à la fantasy entre 1923 et 1954, et va notamment publier les œuvres assez connues de Robert E. Howard, soit Conan le Barbare, qui est un fondateur de l'heroic fantasy. Un autre homme bien connu est Howard Philip Lovecraft, qui sera également publié dans le pulp. Bien qu'il écrive surtout du fantastique, certains de ses textes sont bien du ressort de la fantasy. Alors moi je sais qu'il a fait les trucs de Cthulhu et tout, après je le connais pas plus que ça. Et en Australie du coup c'est Pamela L. Travers qui va publier en 1934 une œuvre très connue, qui a eu une adaptation il y a quelques années, Mary Poppins. Voilà. D'ailleurs j'avais aucune idée que Mary Poppins était australien. Voilà, je ne saurais pas de quelle origine j'aurais donné l'œuvre, mais je ne sais pas pourquoi j'aurais pas misé sur l'Australie, donc plutôt intéressant à découvrir. On revient sur J.R.R. Tolkien, qui dans les années 50, le genre va gagner en popularité grâce à lui, notamment avec la sortie du Seigneur des Anneaux entre 54 et 55. Et du coup, le Seigneur des Anneaux va devenir l'archétype du roman médiéval fantastique. Et Tolkien, bien qu'il ne soit pas le créateur de la fantasy, mais bien sera bien celui qui a permis une refonte du genre, et notamment de le rendre très populaire. D'abord, le succès lui sera basé en Grande-Bretagne dans les années 50, au moment où sort le roman. Ensuite, le roman va avoir des copies pirates aux États-Unis, qui va rendre l'œuvre populaire en 1965, puis sortira une version revisitée en 1966 par Tolkien. Et en France, le succès arrive un peu plus tard avec des traductions françaises. Donc on va maintenant voir un peu la fantasy à travers les domaines dans lesquels on peut la retrouver, en commençant ici par la BD. Donc la BD présente certains des premiers chefs-d'œuvre de cet art, comme notamment la BD sur Little Nemo in Slumberland, qui a été publié entre 1905 et 1913 de Winsor McCay. D'ailleurs, je crois que sur la vidéo sur les BD, soit on en a parlé, soit je l'avais déjà lu, mais le nom de Little Nemo in Slumberland me parle beaucoup. Qui en gros est l'histoire d'un gamin qui voyage dans le pays des rêves. Il y a également en 1937 le prince vaillant d'Harold Foster, qui s'inspire des légendes arthuriennes. Et il y a également une BD qui d'abord n'était pas considérée comme de la fantasy, avant de devenir une valeur sûre du genre dans le monde de la BD. C'est une BD de Jean Van Hamme et alors je sais pas comment on prononce son nom, Grzegorz Rosinski, dont le premier tome sorti en 1977, qui est un tome
enfin une série de romans dont j'en ai un des tomes chez moi, c'est Thorgal, donc il va plus aussi parler mythologie et tout. Mais voilà, en tout cas, un univers plutôt cool. On passe maintenant au domaine du cinéma, où à chaque fois je donne juste des œuvres très populaires et qui ont développé le genre. Hein. Je ne vais pas donner à chaque fois tout ce qu'il y a pu y avoir, parce que ce serait trop compliqué. Mais dans le cinéma, selon les critiques, les premiers films de fantasy proviennent des films animés de Disney, qui en général adaptent des contes ou des romans déjà existants. Ou alors, on questionne autour du Magicien d'Oz de Victor Fleming, sorti en 1939. Mais les premiers films vus réellement comme de la fantasy sont sortis dans les années 80, avec par exemple Conan le Barbare de John Milius en 1981, dont on a déjà mentionné Conan le Barbare plus tôt, Dark Crystal de Jim Henson en 1982, ou encore L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, sorti en 1984. Dans les années 90, il va y avoir plutôt une chute de la fantasy dans le monde du cinéma, jusqu'à ce que celle-ci regagne en popularité, notamment avec le succès de l'adaptation de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi Harry Potter de Chris Columbus. Alors oui, il y a eu aussi d'autres réalisateurs, mais les tout premiers, les deux premiers viennent de Chris Columbus, qui du coup vont relancer la popularité des films autour de la fantasy, hein, qui se multipliera avec le temps. Ensuite, on passe côté jeux de société et jeux de cartes, où bien sûr la fantasy existe également dans les jeux, avec notamment le premier jeu de rôle très très connu qui est Donjons et Dragons de Igari Gygax et Dave Arneson de 1974, et qui est très inspiré de l'univers de Tolkien. Donjons et Dragons ainsi que l'univers de Tolkien, eux, vont également inspirer un jeu de cartes très très connu qui est Magic l'Assemblée, en anglais je crois que c'est Magic Gathering. Alors personnellement je suis pas un fan de Magic, mais j'y ai déjà pas mal joué, et dont le jeu prendra vie en 1993. On peut aussi parler du développement des wargames, ça aussi j'adore, j'ai découvert récemment les wargames, mais franchement je kiffe. Je suis même en train de peindre petit à petit ma petite armée de cavaliers grecs, enfin plutôt macédonienne, mais franchement j'aime bien les wargames. Et du coup, parmi les wargames, dans les années 70-80 vont naître ces jeux qui en gros est de la peinture de figurines, puis du combat stratégique avec des figurines. Et donc, avec la naissance de Games Workshop, un univers de fantasy nommé Warhammer débutera en 1983, et dont d'ailleurs Henry Cavill est en train de gérer le projet en film, je crois, film ou série, le projet Warhammer, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a Emma Myers, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui va jouer dedans, donc déjà rien que ça me donne envie de regarder. Ensuite, on passe un peu aux jeux vidéo. Donc il y a deux jeux en particulier dont nous pouvons parler, donc Final Fantasy de 1987, où ce jeu a décidé de revisiter le genre de la fantasy dans un monde qui globalement s'inspire également de la culture japonaise mêlée à la fantasy. Puis il y a le MMO Warcraft de 1993 qui donnera ensuite World of Warcraft en 2005, qui réussira à posséder pas loin de 11 millions de joueurs en 2008, soit un peu plus de la population totale de pays qu'on connaît tous et que personnellement j'aime bien, qui sont le Portugal, la Grèce ou encore la Suède. Donc dites-vous que vous prenez ces pays-là, et ben en 2008, c'est comme si le pays entier jouait à World of Warcraft, c'est assez impressionnant, voir un peu plus de chacun de ces pays. Pour parler des domaines dans lesquels intervient la fantasy, on termine avec la musique. Voilà, donc lors du XXe siècle, le rock mais aussi le metal sont des domaines qui vont beaucoup travailler autour de la fantasy. On a notamment les Pink Floyd avec l'album The Piper on the Gates of Dawn de 1967, qui font référence à une partie de Vent dans les saules de Kenneth Graham, qui en gros est une histoire de fantaisie animalière. On expliquera juste après ce que c'est la fantaisie animalière. Et il y a aussi le groupe Rhapsody
of Fire qui, à travers ses albums, va créer une saga épique nommée la saga de l'épée d'émeraude. Et en vrai, le nom donne quand même très envie de lire ce truc, enfin d'écouter plutôt ses albums. Alors attention, cette partie-là va être peut-être assez longue, puisqu'on va voir tous les sous-genres de la fantasy, avec notamment des œuvres phares pour ceux où j'ai trouvé des œuvres phares. Hein. Donc on a la high fantasy qui se déroule dans un univers uniquement imaginaire comme le Seigneur des Anneaux. En opposition on a la low fantasy qui se déroule dans un univers imaginaire qui communique avec le monde normal comme le monde de Narnia, voilà, où au début tu es dans le monde normal, traverse l'armoire et puis hop tu es dans un monde fantastique, enfin plutôt de fantasy. Hop là, attendez, je branche mon ordi sinon je vais perdre mon texte. Hop là. Ensuite, on a la médiéval fantasy, donc qui s'inspire librement de la période du Moyen-Âge. On a la fantasy historique qui va travailler certaines époques de l'histoire en rajoutant de la fantasy dessus, dont notamment Pirates des Caraïbes, qui s'inspire des pirates, voilà. Et Outlander, qui est cette histoire en Écosse avec l'héroïne, je sais plus comment ça s'appelle. Je vois l'actrice. J'entends le générique parce que le générique est vraiment très cool, mais j'ai pas d'autres données en plus, mais je sais qu'elle voyage dans le passé, et puis elle revit une époque et tout. C'est voilà, ma mère elle raffole de ça, moi j'ai un peu de mal. Je pense qu'une saison pour moi me suffirait, et après j'en peux plus, parce qu'en fait c'est toujours exactement les mêmes choses, mais dans un lieu différent à chaque saison, avec toujours les mêmes procédés scénaristiques, machin, c'est un peu dommage. Parce que je pense que c'est une série qui avait plus de potentiel que ça. Ensuite, on a la fantasy arthurienne qui s'inspire bien sûr des légendes arthuriennes. On a la fantasy urbaine qui va s'inspirer de l'époque contemporaine et surtout de l'aspect urbain dont on retrouve les films Underworld, le comics Hellboy et très certainement ses adaptations, ou encore le mythe de Cthulhu qui en sont des représentants. On a la fantasy orientale qui ajoute des éléments autour de la fantasy liés à l'Orient ou à l'Asie, comme on a vu un peu plus tôt avec le Japon. On a la fantasy animalière, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus, donc qui de la fantasy dont les personnages principaux sont des animaux anthropomorphes, dont le film animé par exemple Zootopie, le film animé Robin des Bois, ou encore le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, nom très très long, qui en sont des représentants, et en gros Nils Holgersson, en général c'est le nom court qu'on donne à ce bouquin, parce que bon, moi je l'ai étudié quand j'étais en études nordiques, donc en entrée sur la littérature jeunesse, forcément on a parlé de Nils Holgersson, qui en gros effectivement va voyager autour de la Suède, et va notamment rencontrer beaucoup autour de la faune et la flore, et communiquer avec des animaux du pays, quoi. En fait c'est un peu une manière de découvrir le pays à travers ce personnage. Bref, on a la fantasy mythique qui s'inspire des mythes et des contes, on a la science fantasy qui intègre des éléments de technologie moderne au sein d'un univers médiéval ou antique, dont le cycle de Dune en est un représentant. Donc le cycle de Dune, c'est les romans Dune, hein, je crois qu'il y en a 5 ou 6, un truc comme ça. Le space fantasy qui mélange la fantasy et le space opéra, dont font partie Star Trek et Star Wars. Alors là, j'ai du mal à voir ces deux-là dans la fantasy, mais bon, si les gens le disent, bon, on va faire comme si on était d'accord. La light fantasy, qui est aussi nommée fantasy humoristique, va parodier avec absurde les autres sous-genres de la fantasy, dont il y a le très célèbre Donjon de Nullbuck. Alors personnellement, j'ai jamais lu le Donjon de Nullbuck. J'ai des fois écouté les chansons en soirée, puisque j'ai des potes qui écoutent les chansons, qui adorent ça. Et j'ai par contre beaucoup joué au jeu de société qui est incroyable. Le jeu de société est incroyable, il te fait faire plein de trucs débiles, c'est trop cool. Et on a la Dark Fantasy qui est évidemment un univers très sombre où le bien gagne rarement à la fin ou avec un prix très élevé, dont on retrouve le mythe de Cthulhu, la saga du sorceleur, puisqu'avant d'être les jeux vidéo The Witcher, alors si ça se trouve je dis une connerie, hein, mais je crois que les romans sont sortis avant les jeux vidéo. Bon, là la série télé qui est complètement hachée, hein, je suis désolé s'il y a des gens qui aiment bien, moi je trouve qu'elle est hachée. Mais je sais plus si c'est le jeu vidéo ou les romans qui sont venus d'abord, mais en tout cas les romans Le Sorceleur,
en font partie, et on a aussi le Trône de Fer, un Game of Thrones, qui en sont des représentants. Et le dernier sous-genre, c'est l'Heroic Fantasy, qui se bat sur des héros solitaires, dont le Seigneur des Anneaux, les Chevaliers d'Émeraude ou encore Eragon en sont des représentants. Alors j'ai un peu du mal avec ces exemples, parce que bon, encore Eragon à la limite je peux comprendre, le mec il est là avec son dragon et puis voilà. Le Seigneur des Anneaux, ok. Frodon, je pense que c'est de lui qui parle, mais en attendant il n'est pas réellement solitaire quoi. Et pareil pour les Chevaliers d'Émeraude, que ce soit en fait, il n'y a pas de héros solitaire. Certes, c'est un peu Vélan. Moi, je dis Vélan, il y en a qui disent Wélan. Ça dépend comment vous prononcez vos W. Moi, je dis Vélan, comme wagon. Mais Vélan a beau être le chef des Chevaliers d'Émeraude, bah, il est quand même épaulé par tous les autres chevaliers. Kirak, censé protéger comment ils appellent ça, protecteur de lumière, celui qui fait partie de la prophétie. Elle aussi, elle a besoin des autres. Et le porteur de lumière, je sais plus comment il s'appelle, parce que j'ai Liam en tête, mais de mémoire, Liam c'est le fils de Jason, et du coup, c'est pas lui, le porteur de lumière. J'ai un petit trou de mémoire. En même temps, ça fait très très longtemps que j'ai pas relu Chevaliers d'Émeraude, mais en tout cas, ils sont considérés comme des œuvres d'Heroic Fantasy, mais je suis pas totalement convaincu pour cela. Ensuite, on va terminer sur les festivals et les conventions. Donc la plus ancienne convention est la World Fantasy Convention, créée en 1975 aux États-Unis, mais qui se concentrait beaucoup plus sur les auteurs et éditeurs de fantasy, et où d'ailleurs a été décerné le prix littéraire World Fantasy. Voilà. Ensuite, la plus grande convention du genre au monde aujourd'hui, c'est le Festival des Utopiales, qui est créé en 1998 et qui se tient désormais à Nantes. Alors je ne sais pas où il était avant, en tout cas maintenant c'est à Nantes. A contrario du World Fantasy Convention, ce festival ne s'intéresse pas qu'à la littérature, mais aussi à la BD ou encore au cinéma. Il y a aussi la E3 aux États-Unis qui est dédiée aux jeux vidéo, ou encore la Gen Con qui est dédiée aux jeux de rôle. En Belgique, il y a Trolls et Légendes, créé en 2005 et qui a lieu tous les 2 ans, et qui est le plus complet puisqu'il va rassembler musique, littérature, BD, jeux, illustration, cinéma, animation et artisanat. Ça fait beaucoup de choses. Puis on termine sur mon petit favori, bon en même temps c'est le seul auquel j'ai été, mais parce que c'est à côté de chez moi, le festival Cidre et Dragon, créé en 2006. Alors je sais pas qui était si vieux que ça, Cidre et Dragon. Du coup Cidre et Dragon qui est créé en 2006, et qui est également une très grande manifestation de fantasy en France, et c'est incroyable. Après ça fait un peu penser au style de Trolls et Légendes, dans le sens où en fait quand tu vas à Cidre et Dragon, en gros c'est une fête médiévale, tu y vas, t'as des sortes de marchands, j'ai envie de dire, un peu partout. Tu retrouves de tout, hein. Tu as des éléments de fantasy. Moi, je vais t'acheter un petit serre-tête à moitié en écaille verte avec une pierre précieuse au milieu. Bref, tu peux retrouver des trucs comme ça. Tu peux trouver des trucs un peu plus classiques, hein, comme les épées qui viennent de films ou de mangas, des trucs comme ça. Bref, tu peux trouver un peu de tout et n'importe quoi. Tu as aussi des espaces où tu vois la vie de Kant, t'as un espace plus lié à la littérature et tout ça, t'as un espace où t'as de la musique, bref, c'est assez varié. Souvent t'as le trône de fer qui est posé dans un coin pour les gens qui veulent faire des photos, bref, il y a pas mal de petits trucs, hein. D'ailleurs quand t'es accueilli à Cidre et Dragon, si t'arrives par l'entrée principale, t'es accueilli par les Nazgûl, si j'ai bonne mémoire, enfin en tout cas cette année, enfin en 2023 on était accueilli par les Nazgûl, et d'ailleurs il y a une année où le Seigneur des Anneaux était le thème principal de Cidre et Dragon, où du coup il y avait un espace dédié au Seigneur des Anneaux, et je crois qu'il y a une année où il y avait eu des trucs liés à Harry Potter, si j'ai pas de conneries. Après il y a des gens des fois qui viennent, que j'adore, comme Noob, qui est venu une fois pour faire du tournage sur la plage de Merville-Franceville, et où j'ai eu l'occasion de faire des photos et d'avoir des autographes de Noob, enfin d'une partie du casting de Noob. Mais en tout cas c'est un endroit, moi tous les ans j'y vais, je kiffe Cidre et Dragon. Il y a toujours un spectacle de fantasy le dimanche avant que le festival se termine. C'est vraiment très très bien, faut pas hésiter à y aller quand on a l'occasion. Le seul inconvénient selon moi, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Alors oui, je vous dis d'y aller, mais si vous voulez pas y aller, je serai très content, parce qu'il y a beaucoup trop de monde, les rues sont pas
s'il faisait se passer que ça à Mireville-Franceville, bon, en même temps avec les stands et tout ça, forcément ça renferme un peu l'espace, mais il y a tellement de gens qu'en fait t'es tout le temps collé aux autres, ça c'est un peu l'inconvénient, mais en même temps, bah, j'ai envie de dire, Cider Dragon est un peu victime de son succès, et bah, faut faire avec. Voilà. En tout cas, festival de fantasy que moi j'adore. Bon, normalement, je sais plus c'était quoi le thème cette année, en 2023. Je crois qu'à un moment donné, ils voulaient faire le thème steampunk, mais du coup, ils n'avaient pas pu le faire à cause du Covid. Mais je sais plus si du coup, ils l'ont quand même fait à la reprise après Covid. Bref. En tout cas, tous les ans, il y a un thème différent pour ceux qui veulent se costumer, parce que la plupart des gens sont costumés, et c'est génial. Moi, j'adore ce genre d'ambiance. Bref. Donc on peut conclure cette vidéo, voilà, qui fait 30 minutes, voilà, c'est plus court que ce que je pensais que j'allais mettre plus de temps à la faire, vu le nombre de textes que j'avais, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu ce que représente la fantasy, on a vu à travers quelques auteurs, à travers les différents supports sur lesquels on peut avoir de la fantasy, les sous-genres, bref, voilà un peu aussi avec le temps hein, ce que ça a donné la fantasy. Mais voilà, moi c'est un genre dont je suis très 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 friand. Hein. Je pense fantasy, fantastique, comme si les deux sont plus ou moins liés et s'opposent en même temps. Ben, c'est vrai que c'est deux univers que moi j'aime beaucoup. Du coup, plus la fantasy quand même. Et du coup, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour en parler avec vous parce que ben, j'adore la fantasy. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aimez la fantasy ou non? Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.